C'est qu'aujourd'hui, il y a une montée des contenus faisant l'apologie de la violence ou des contenus masculinistes sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est certainement une des causes de la montée de la violence et sur lesquelles il faut impérativement agir, en fait. Forcément, son comportement a changé depuis qu'il est adolescent. J'ai pas la même relation, donc à quel moment, en fait, je m'inquiète ou pas? S'il n'y a pas un dialogue au sein de la maison, en fait, les parents sont pas du tout au courant des pensées et de la vision du monde, parce que ce dont on parle, c'est ça finalement, c'est d'une vision du monde. Il y a d'énormes tensions entre Bruxelles et les GAFAM, parce qu'on n'a pas du tout la même définition de qu'est-ce que ça veut dire pour la liberté d'expression. Et pour eux, la liberté d'expression, c'est pouvoir tout dire. Les réseaux sociaux, là, ça, c'est une question qu'on a tous les jours. Ça, c'est-à-dire que c'est le premier sujet de conflit parents et adolescents. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solane Boquillon-Legoisiou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre Préparez vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du XXIe siècle. Avec cette semaine dans nos invités permanents, Sophie, fondatrice des magazines Chut et Chut Explore pour les adolescents et spécialiste de médias. Pascal, qui est le fondateur de Histoire de Papa. Salut Pascal. Bonjour. Et notre invitée spéciale, Erika Sédou, qui est la fondatrice de la plateforme I Am Strong, dédiée à la santé mentale des jeunes et de leurs familles. Bonjour. Alors, cette semaine, au sommaire, on va commencer par l'actu, qui est le contrôle des sacs dans les établissements scolaires. On en avait parlé quand la ministre de l'Éducation nationale avait décidé de le remettre en place en janvier. On va faire un petit peu le point. Ensuite, notre débat avec Erika, ce sera la santé mentale des adolescents est-elle en danger ? Puis, évidemment, nos rubriques pour vous aider au quotidien, l'astuce parent et la rubrique parents pas largués qui est arrivée très récemment. Allez, on démarre avec l'actu de la semaine. Donc en janvier, la ministre Elisabeth Borne avait annoncé qu'il y aurait beaucoup plus de contrôle des sacs dans les écoles françaises. Et un premier point a été fait parce qu'on a eu une actu pas très sympathique la semaine dernière à Nantes, puisqu'il y a eu un adolescent qui a donné des coups de couteau à des élèves et il y a une jeune fille qui est décédée dans tout ça. Donc ça a été le moment de rappeler que ce dispositif pour contrôler un peu plus les armes blanches a été réactivé, et depuis mars, il y a eu 1000 contrôles de sacs qui ont été effectués dans les écoles françaises avec la saisie de 94 armes blanches. Et je le redis pour ceux qui n'avaient pas écouté l'émission dans laquelle on en parlait, c'est assez contre-intuitif, mais il faut savoir que d'après la dernière enquête PISA-OCDE, il y a plus d'armes blanches dans les écoles en France qu'aux États-Unis. Et donc, en fait, en France, il y a énormément de couteaux et d'armes blanches qui circulent dans les écoles. Les élèves français déclarent avoir beaucoup plus d'armes blanches que les élèves américains, là où on pense qu'il y a le plus d'armes. Quand on se dit que depuis mars, il y a déjà eu 1000 contrôles et 94 armes saisies, on se dit qu'il y a quand même un petit sujet. Et là, le gouvernement nous dit envisager même d'installer des portiques d'entrée dans les établissements scolaires. Alors, est-ce que déjà, vous aviez entendu parler du fait que ce nombre de contrôles des sacs avait augmenté depuis la rentrée, et deux, est-ce que vous pensez que avoir des portiques et des sacs fouillés, c'est vraiment la solution pour enrayer la violence dans nos écoles ? Non, bien sûr, l'événement est tragique, mais la réponse pour les portiques, c'est vraiment de la défense et de l'immédiat. Mais ça montre plutôt, justement, moi je trouve que c'est un exemple encore criant, qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites sur la santé mentale versus la santé physique aujourd'hui, et qu'on a ce besoin-là. Donc ça passe par l'accès aux soins, qui doit être davantage facilité,
la prévention, la pédagogie, parce que même de toute façon, on se rend compte, je pense que les parents, et c'est bien normal, ne savent pas forcément ce que c'est la différence, ne serait-ce qu'entre un psychologue, un psychiatre, quelle est leur responsabilité, à qui je m'adresse, même quand je vois un signe chez mon ado, parce que si dans cette affaire, si on creuse un peu, on voit que le jeune avait déjà été dans des maisons des adolescents à plusieurs reprises. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a manqué? Donc voilà. Donc, avant effectivement de penser au portique, qui va pas résoudre le problème de fond, voilà, on a ce travail de l'accès aux soins de santé mentale en France, la pédagogie auprès des parents pour détecter aussi, savoir détecter des signes de mal-être, par exemple, chez son enfant. Voilà, je pense que c'est tous ces sujets dont il faut parler en priorité. Enfin, je suis assez d'accord avec toi. Le portique, ça s'apparente pour moi à un petit peu la politique du numéro vert qui est très française, où en fait on attend toujours que les choses se passent pour avoir quelque chose de réactif, et on n'a jamais d'éducation et de proactivité par rapport à la santé mentale. Et en fait, ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est avoir de l'éducation. Apparemment, ce jeune ne se sentait pas bien, et en plus était très souvent sur des réseaux qui pouvaient le pousser à la haine. Donc, de l'éducation aux médias, ce serait peut-être un petit peu mieux. Sophie, Pascal, vous avez d'autres points de vue? Oui, bah évidemment, vous n'allez pas être surpris, mais je trouve que c'est encore une fois une réaction qui est un peu sécuritaire et court-termiste, plutôt que de réfléchir avec un peu plus de hauteur, de réfléchir aux causes et de réfléchir à ce qu'on peut faire en amont. Mais bon, c'est un peu j'allais dire une dérive de notre société, ou en tout cas un choix d'une partie de la société. Oui. Comme ça faisait très longtemps que j'étais pas venu dans l'émission, il a fait ses devoirs, le Pascal, et donc du coup, je vais chercher des solutions qui existaient à l'étranger pour voir est-ce qu'on peut justement s'en inspirer. Au Québec, ils mettent en place des activités éducatives pour favoriser le vivre ensemble. Donc c'est exactement ce dont vous parliez, Erika et Solène. En Belgique, l'initiative intéressante, je trouve, ils ont formé des élèves à être médiateurs. Donc ce sont les élèves eux-mêmes qui sont médiateurs entre eux. Donc là, on parle de responsabilité, on leur développe quand même des compétences intéressantes. Et tout ça, on est sur des solutions sur de l'amont. En Suisse, Solène, ça va te parler, ils ont mis en place des ateliers sur les compétences socio-comportementales, évidemment. Et enfin, je voudrais terminer notre petit tour du monde par la Finlande, parce que j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. En Finlande, ils ont mis en place un programme qui s'appelle le programme Kiva. Et c'est quoi le programme Kiva? C'est des jeux de rôle dès la maternelle, où on se met dans la peau de la victime, de l'agresseur et des témoins, pour justement simuler les situations et mieux se rendre compte et mieux appréhender les situations. Et en plus, ils complètent ça avec des courts-métrages et des jeux vidéo, donc avec un côté un peu ludopédagogie sur le sujet pour continuer à les sensibiliser. Et ils terminent avec une petite stat. 85% des cas de harcèlement ont été résolus grâce à ce programme, selon l'article que j'ai trouvé. Donc on voit qu'effectivement des solutions autres que le portique, qu'on voit dans d'autres pays, plutôt, c'est le choix des États-Unis, c'est le choix de, voilà, dans certains États des États-Unis, mais on voit qu'il existe plein d'autres solutions qui sont, à mon avis, peut-être un peu plus formatrices et surtout qui vont permettre d'agir sur la durée plutôt que juste du contrôle, et puis transformer nos écoles en salles d'embarquement d'aéroport. Je sais pas, je sais pas, ça parle moyen. Alors après, ce que tu dis, par exemple, sur les élèves qui vont être des médiateurs, ou alors le jeu de rôle, etc. C'est le jeu de rôle du mousquetaire. Et en fait, c'est dans le cadre du programme phare, qui est le programme de lutte contre le harcèlement scolaire mis en place par l'Éducation nationale. Le problème, c'est qu'on voit que sur le terrain, ce programme n'est pas en fait déployé partout, c'est très aléatoire, et qu'il y a un manque de formation criant du personnel de l'Éducation nationale sur ces sujets-là, quoi. C'est super intéressant de voir ce que font les autres pays, c'est vrai. Et je vous rejoins tous et toutes complètement sur l'idée que c'est une réponse sécuritaire et répressive, et qu'elle n'est pas forcément adaptée. Alors, elle doit rassurer certainement un petit peu. Enfin, c'est ce que le gouvernement se dit, ce genre de réponse. C'est censé rassurer, mais c'est juste dans l'immédiateté, et c'est pas une réflexion profonde sur des causes qui sont certainement multiples, en fait. Et c'est là la difficulté aussi, c'est d'aller, il y a une complexité face à ce problème de la montée de la violence scolaire, et que c'est compliqué. Enfin, ça paraît compliqué de l'aborder, et une réponse simple comme celle-ci, évidemment, elle est loin d'être suffisante.
Mais bon, voilà, si c'est les réseaux sociaux aussi qui peuvent accentuer tout cela, c'est important effectivement de faire de la pédagogie. Et tu as commencé à en parler, Solène, la sensibilisation par rapport à tous ces sujets. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a une montée des contenus faisant l'apologie de la violence ou des contenus masculinistes sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est certainement une des causes parmi toutes ces causes multiples de la montée de la violence et sur lesquelles il faut impérativement agir, en fait. Par de la sensibilisation, de l'éducation aux médias, à l'information, par certainement encore plus que ça, parce que ça dépasse bien largement la sphère scolaire et que c'est un problème de société tout simplement, quoi. Je vais d'abord passer par la présentation de notre invitée, donc Erika, merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Pour te présenter un petit peu, Erika, donc tu as eu une première partie de carrière comme pratiquement tout le monde ici, là. On est le club des quarantenaires reconvertis. Et donc, après 11 années passées chez L'Oréal où tu as piloté des marques comme Mixa ou Cadom, tu as décidé de donner un nouveau sens à ta carrière en mettant ton expertise au service de ce que te tient profondément à cœur, à savoir la jeunesse. Et tu étais consciente qu'il y avait énormément de défis pour les adolescents, notamment en matière de santé mentale. Et donc, tu t'es formée au coaching en 2022. Et avec Anne-Claire de Pramoncal, vous avez cofondé I Am Strong, la première plateforme de coaching dédiée à la santé mentale des jeunes. Et donc, vous avez une équipe de coachs et de psychologues qui accompagnent les 12 et les 25 ans pour les aider à surmonter leur stress, leur mal-être, leurs difficultés scolaires ou encore les conflits familiaux. Et votre mission, c'est de donner à chaque jeune les clés pour avancer avec confiance dans sa vie. Alors, merci beaucoup, Erika, d'être avec nous parce que tu vas un petit peu pouvoir nous aider et nous donner une grille de lecture sur cette période particulière qu'est l'adolescence. Et on sait, et à notre époque aussi, on parlait de crise d'adolescence, etc. Mais là, en fait, on voit qu'au XXIe siècle, le sujet, c'est même plus la crise d'adolescence, mais c'est plutôt la santé mentale des adolescents. Donc, est-ce que cette santé mentale est en danger ? Moi, c'est le débat que j'ai envie d'avoir cette semaine, parce que les chiffres sont quand même alarmants. On a un adolescent sur 7 qui souffre d'un trouble mental, ce qui représente 14% de la population mondiale quand même. Les troubles de l'anxiété et du comportement sont les principales causes d'incapacité pour cette jeunesse. Dans un rapport de l'UNICEF aussi, on nous disait que il y avait énormément, une grosse augmentation des idées suicidaires chez les 15-17 ans. Et il y a la France qui est au 7e rang en ce qui concerne le bien-être et la santé mentale des enfants. Et on a comme dernier chiffre une augmentation, de la dépression en fait sur le long terme. Et on a vu ça, on va dire, exploser après le Covid, mais ça nous pose question sur les causes, et 2, quels sont les signes en tant que parents qui doivent nous alerter et comment faire de la prévention. Donc, Erika, toi, à travers ton expérience, est-ce que tu peux déjà un petit peu nous dire ce pourquoi avec ton équipe, vous êtes sollicité. Qu'est-ce qui fait ? Alors, je pense que c'est d'abord les parents qui vous contactent. Oui, c'est les parents qui nous contactent 9 fois sur 10. Ouais. Et souvent, justement, on a des parents qui sont assez démunis. Donc, on va dire que la phrase qu'on entend quotidiennement, c'est « je ne sais plus quoi faire ». Je sais plus quoi faire avec mon ado. Et après, ça va être sur des problématiques différentes de certaines problématiques dites plus légères, donc qui sont tout ce qui est lié à la scolarité, aux difficultés liées à l'école, difficultés d'apprentissage, mais aussi de motivation de son adolescence qui trouve pas forcément de sens, aussi sur des problématiques de stress, où là, faut faire attention parce qu'on a de plus en plus de cas qui vont jusqu'à des cas de phobie scolaire. Voilà, d'anxiété qui peuvent se transformer en phobie scolaire. Et nous, depuis le début de l'année, on a vraiment de plus en plus de cas de ces jeunes-là. Donc là, qui se transforment justement en cas lourds, sur des sujets aussi, de harcèlement. Voilà, donc
c'est sur toutes ces problématiques qu'en général les parents nous écrivent. Et ce qu'on remarque, c'est parce que justement ils sont assez démunis, parce que ils ont l'impression d'avoir tout essayé. Voilà, plusieurs méthodes, ce qu'ils appellent la méthode douce, la méthode dure, et qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de prise en fait sur leur enfant, et qu'ils sont un peu perdus. C'est ce qu'on disait un petit peu aussi en introduction sur vers qui se tourner. Quel spécialiste en fait? Qu'est-ce qu'a mon ado justement? Est-ce que en fait c'est normal parce que c'est un ado, ou est-ce que c'est plus important que ça? Donc je trouve que la question des signes notamment, elle est hyper pertinente. Je me souviens qu'on avait fait notamment une conférence dans une école à Nantes pour parler des signaux qui nous avaient été demandés sur justement comment on détecte, c'était après un suicide qu'il y avait eu dans l'école d'un jeune, comment on détecte les signaux de mal-être chez son enfant, et les parents sont demandeurs de ça, parce qu'ils disent c'est vrai que forcément son comportement a changé depuis qu'il est adolescent, j'ai pas la même relation, donc à quel moment en fait je m'inquiète ou pas. Voilà, donc ça c'est donc nous ce qu'on leur explique dans ces cas-là aux parents, on a utilisé un acronyme chez Armstrong qu'on a créé qui s'appelle SACAPUNI pour s'en souvenir. Donc c'est parce que c'est pour dire que globalement c'est tout changement brutal et qui s'inscrit dans la durée, qui peut en tout cas susciter des interrogations. Et ensuite, il y a 8 signes principaux dans les SACAPUNI. Donc c'est S pour sommeil. Donc voilà, le changement de un jeune qui dort pas bien à un moment donné, si ça dure, c'est pas normal. A pour amis, donc des changements d'amitié dans son groupe d'amis. C pour comportement, donc par exemple un jeune qui était plutôt sociable et qui devient très introverti, très replié sur lui-même. A pour absence répétée, notamment à l'école. P comme poids, donc sur des prises de poids ou perte de poids rapide, qui sont aussi un signal. U comme usage de tabac, d'alcool ou de drogue. Voilà. N comme note, donc c'est les chutes brutales, et ça en général c'est un signal sur lequel les parents voient rapidement et prennent des mesures. Et I enfin comme idée noire. Et donc ça, ces signaux évidemment ils vont être évalués en fonction de leur intensité. Voilà, c'est pas pareil quelqu'un qui arrive pas, intensité et durée dans le temps, c'est pas pareil un jeune qui n'arrive pas à s'endormir pendant une semaine, et un jeune voilà sur un mois qui vraiment je sais pas, peut s'endormir. On a eu des cas à 1h du matin et incapable de se lever le lendemain. Donc voilà, donc c'est évidemment à regarder comme ça, et en tout cas le message c'est surtout de pas attendre que les difficultés s'installent, parce que du coup on aura vraiment on arrivera à avoir dans la plupart des cas, tu te dis que peut-être les parents viennent un peu trop tard, non? Oui, souvent c'est ça quand même. C'est parce que forcément on sait pas forcément ce qu'il a, on sait pas si c'est grave, et on le sait aussi, la santé mentale c'est aussi stigmatisé aujourd'hui. Donc il y a aussi tous les parents qui sont pas prêts à admettre forcément que leur enfant, voilà, exactement, que doit aller voir quelqu'un. On a déjà eu des cas comme ça, où en tout cas sinon il n'y a pas d'accord, par exemple entre le mari et la femme, la maman et le papa. Donc voilà, il faut pas attendre que ça s'installe, parce que je pense notamment sur tout ce qui est stress, qui peut se transformer en vraiment trouble anxieux et refus scolaire. Ça c'est difficile quand on a un enfant qui est déscolarisé, le remettre à l'école, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Alors qu'en fait, agir à partir du moment où les premiers signaux de stress arrivent, des signaux physiques, des maux de ventre, on l'a dit, le sommeil, une envie, plus de motivation, on arrive à travailler facilement sur redonner de la motivation, redonner du sens, redonner des outils pour gérer ses émotions, gérer le stress. Ça marche vraiment. Donc voilà, donc c'est effectivement quand même la prévention sur ces sujets de santé mentale, elle est cruciale. Erika, est-ce que vous avez réussi, toi, tes équipes, à analyser les causes de cette montée, voire explosion de la défaillance de la souffrance mentale des ados? Non, je pense que c'est multifactoriel, donc on est assez en ligne dans ce qu'on observe avec ce qui peut être dit. Je pense qu'on est aussi à une époque qui est quand même beaucoup plus difficile pour les jeunes, et ça aussi je trouve que de temps en temps, en tant qu'adulte ou même en tant que parent, on entend parfois ce discours en disant nous aussi c'était pareil, je sais pas quoi, on était. Enfin non, l'époque elle est quand même, il faut qu'on en ait tous conscience, elle est plus difficile. C'est-à-dire que le climat environnant, toutes les craintes, tout ce qui est guerre physique, les guerres économiques, tout ce qui est environnement, toutes ces questions-là, elles pèsent sur les jeunes. Donc ça, nous on le voit quand on dialogue avec eux, il y a vraiment un stress, une anxiété sur l'avenir, même un désir de sens qu'ils trouvent pas forcément.
Et ça a changé quand même. Donc, on est vraiment dans une époque qui n'est pas facile et dans une société aussi qui est plus violente. Et les jeunes, c'est toujours le reflet d'une société. Donc, on est aussi peut-être même des adultes plus violents. Donc, ils sont aussi à l'image de leur société, les jeunes aujourd'hui. Les réseaux sociaux également? Les réseaux sociaux, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est un changement. Ça fait partie des changements énormes. Nous, on est pour les parents ont besoin d'aide. Il faut beaucoup plus de règles, beaucoup plus de lois pour encadrer. Là, ça, c'est une question qu'on a tous les jours. Ça, c'est-à-dire que c'est le premier sujet de conflit parents et adolescents. Donc, franchement, c'est moi, j'appréhende d'avoir un ado pour ça chez soi parce que je pense que vraiment, ça endommage la relation parent-adolescent puisque c'est aujourd'hui le parent qui doit faire ses règles sur l'âge. Tout le monde nous demande à quel âge, à votre avis, le portable pour mon enfant, les réseaux sociaux, à quel âge? Parce que c'est normal. En fait, ils sont en manque de repères éducatifs sur les réseaux sociaux et il y a toujours la comparaison avec les autres élèves de la classe, etc. Donc moi, je suis vraiment pour légiférer, interdire les téléphones portables avant 15 ans, interdire les réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, on a prouvé, il y a eu des commissions d'enquête qui ont été faites sur cet impact négatif sur la santé mentale des jeunes. Et donc, de la même manière qu'on a légiféré pour l'alcool, typiquement sur les mineurs, on doit le faire pour les téléphones portables et pour les réseaux sociaux. Et c'est vraiment une manière d'aider aujourd'hui ces parents d'adolescents qui sont assez démunis. Juste, je rebondis vite fait, Erika, là, sur ce que tu viens de dire, parce qu'il y a une enquête là qui est sortie anglo-saxonne du Pew Research Center, où en fait ils ont interviewé 1400 jeunes âgés de 13 à 17 ans, et la moitié des jeunes disent que les médias sociaux ont un effet négatif sur les personnes de leur âge. Donc en fait, ils sont parfaitement conscients que ça ne va pas. Et il y en a un adolescent sur 5 dit que les réseaux sociaux ont un impact sur leur santé mentale. Ouais, ça m'étonne pas ce que tu me dis. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit toujours aussi, c'est que même les adolescents, ils ont ce besoin d'autonomie, de liberté, mais en fait, ils ont aussi besoin d'un cadre. Ils en sont conscients et ils vont le chercher quand ils vont justement en conflit avec leurs parents. Ils ont besoin de ce cadre et ils ont très bien compris de toute façon, effectivement, que le téléphone, les réseaux sociaux, ils ont besoin de ce cadre. Donc même s'ils vont chercher les limites auprès de leurs parents, je pense que c'est effectivement les premiers demandeurs. Sophie, tu voulais intervenir ? Ouais, non, je me demandais par rapport aux témoignages, aux appels que vous avez des parents et sur ces réseaux sociaux, ils se plaignent de quoi? Du temps d'écran ou plutôt des contenus que regardent les jeunes? Nous, dans ce qu'on a, je pense qu'ils se plaignent du temps d'écran parce que je suis pas sûre que tous les parents sachent ce que leur ado fait en fait pendant ce temps d'écran. Donc eux, ils sont plutôt déjà d'essayer dans une lutte quotidienne d'essayer d'encadrer d'un point de vue temps. Et je pense que du coup, justement, le point de vue de contenu aujourd'hui, et c'est aussi ce que nous montre même la série Adolescence qu'elle a pointé, c'est que c'est encore une autre histoire, ça, c'est d'encadrer le contenu. C'est encore autre chose, parce que du coup, il y a vraiment cet équilibre fragile aussi entre être dans le contrôle et ce besoin normal d'intimité aussi à l'adolescence. Donc c'est pas facile, et donc c'est pour ça que moi je suis pour le fait que les parents ne doivent pas porter cette responsabilité tout seuls. C'est trop lourd aujourd'hui, c'est trop la jungle sur Internet pour pouvoir justement demander aux parents aussi de contrôler tout. Et il doit y avoir beaucoup plus de contrôle sur ces sites, sur les réseaux sociaux pour les mineurs. C'est vraiment c'est une urgence. Oui, sur les réseaux sociaux, moi j'ai échangé avec le député en charge de la commission TikTok là il y a 3 semaines sur justement ces sujets-là, et moi ce que je lui disais c'est que en fait il faudrait arriver à bien identifier quels sont les réseaux sociaux les plus nocifs, avoir accès à ces algorithmes qui sont totalement addictifs. Et c'est vrai que par exemple sur TikTok, il y avait un excellent reportage là qui était passé sur Arte l'année dernière, où quand tu interrogeais les enfants, tu leur disais, les ados, tu leur disais combien de temps vous avez passé sur TikTok aujourd'hui, ils disaient 30 minutes, 1 heure. Ils ouvraient, ils voyaient qu'en fait c'était 6-8 heures. Et quand tu leur disais mais t'aimerais bien ne plus avoir TikTok, tous à 100%, ils te disaient oui, j'aimerais bien ne plus l'avoir, mais si plus personne ne l'a. Bien sûr.
Donc effectivement, ça veut dire qu'à un moment, si eux, ils ne sont pas capables de dire on arrête, et ben il va peut-être falloir qu'on légifère sur certains réseaux sociaux. Ouais, et c'est ce que tu décris. Le plus important à l'adolescence, c'est que c'est l'appartenance au groupe. Et exactement, et c'est ce qui te construit comme individu, qui te donne confiance. Donc on peut pas leur retirer ça. C'est normal qu'ils aient envie de faire partie du groupe. Donc si toute la classe a telle chose, c'est... Et dérive sur l'appartenance sociale. J'ai eu mon neveu pendant un mois, il a 17 ans, je l'ai eu pendant un mois à la maison parce qu'il faisait un stage. C'était un rendez-vous en terrain inconnu pour moi, c'était archi intéressant. Mais effectivement, mais vraiment, par rapport à mes jumeaux qui ont 8 ans et demi, tu vois, il y avait un gap. C'était hyper intéressant de voir effectivement comment ils fonctionnaient et le côté, effectivement, appartenance sociale, mais également connecté avec la notion de réseaux sociaux et donc du coup avec le côté algorithme qui fait que très vite ils sont en vase clos et avec des idées en fonction des contenus sur lesquels ils tombent. Mais Sophie l'a dit, l'explosion des contenus masculinistes, moi j'ai été halluciné de voir les idées de mon neveu de 17 ans qui étaient des idées avec zéro tolérance, avec hyper traditionnaliste, hyper fermé. Et en fait, quand on discute, quand on argumente, quand il essaie d'argumenter, il n'y a pas grand-chose parce qu'en fait, c'est du contenu. Ces arguments, c'est du contenu prêt à penser qui vient des réseaux sociaux et en fait qui recrache, voilà. Mais et des réseaux sociaux et des potes parce qu'en fait, du coup, tout ça s'auto-nourrit. C'est ça qui est assez compliqué. Et ce sur quoi moi j'ai halluciné, c'est que s'il n'y a pas un dialogue au sein de la maison, en fait, les parents sont pas du tout au courant des pensées et de la vision du monde, parce que ce dont on parle, c'est ça finalement, c'est d'une vision du monde. Les parents n'étaient pas au courant de la vision du monde de leur enfant, quoi. D'où l'intérêt d'en parler, justement, de parler des contenus plus que du temps passé, parce que c'est vrai que souvent, on focalise uniquement là-dessus, alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Et peut-être pour ajouter par rapport à ce que tu dis, là, c'est... alors, j'ai plus la source, mais on pourra la retrouver. Je peux te la donner, Solène, pour l'ajouter en commentaire éventuellement. Mais il y a une enquête, enfin une expérience qui a été réalisée sur TikTok, et au bout de 2 minutes, deux minutes environ, si tu commences à regarder des contenus en termes de santé mentale, tu vas arriver sur des contenus qui font l'apologie du suicide. Donc ça va très très vite. Au bout de quelques secondes, je crois que c'est une trentaine de secondes, tu vas avoir des vidéos négatives sur la santé mentale, la dépression, etc. Et donc c'est au bout de 8 minutes que tu vas avoir aussi des vidéos sur le corps, la relation au corps, etc. De façon négative. Dernièrement, il y a une nouvelle trend qui est sortie, comme TikTok adore en faire, la trend de Skinny Talk, qui vise à montrer, c'est des contenus de femmes qui font un peu l'apologie de l'anorexie, qui sont très très maigres, et tout ça, ça alimente, ça crée des troubles en fait. C'est des vidéos qui sont d'une certaine façon performatives. Elles créent des troubles du comportement alimentaire, elles créent des troubles en termes de santé mentale. Enfin, ça exacerbe tout ça et ça s'auto-alimente, comme tu dis aussi, Pascal. Et c'est un vrai fléau, quoi, ce TikTok en ce moment, et c'est absolument pas régulé, alors que la version chinoise n'a absolument rien à voir. La version en Chine, donc comme quoi c'est tout à fait possible. Elle est éducative, la version en Chine. C'est pour apprendre des choses. Ouais, c'est ça. Et donc, non, mais ce qui veut bien dire qu'il faut absolument éduquer sur l'esprit critique et en fait aussi, mais ne pas cesser d'échanger, de discuter, de garder le lien. Et moi, je sais que, alors moi, j'ai un préado qui le seul réseau social qu'il utilise, c'est YouTube, mais je ne me suis jamais autant intéressée aux influenceurs YouTube, et en fait, je lui demande régulièrement, en fait, vraiment, je m'intéresse, et donc il vient me voir en me disant là, le nouveau trend, c'est ça, machin, etc. Et je dis envoie-moi. Et donc on s'envoie des choses, et comme ça, voilà, le lien est là, et j'essaye de comprendre. Pour pas être larguée, mais tu fais exactement ce qu'il faut. Voilà, ce qui regarde, et pouvoir en fait continuer l'échange. Et en fait, je me disais, parce que bon là, comme c'était les vacances, il a fait un peu plus d'écran. Je me disais, mais en fait, il fait exactement ce que je faisais avec mes stagiaires et mes apprentis en entreprise quand je faisais du reverse mentoring,
où je leur demandais de m'apprendre un truc sur les dernières technologies, le dernier logiciel bidule, etc. Et là, il fait du reverse mentoring en m'apprenant quels sont les trends qu'il va y avoir en ce moment sur les shorts. Et en m'expliquant un petit peu ce que font les youtubeurs en ce moment. Donc voilà, on peut aussi avoir des discussions hyper constructives en apprenant de nos enfants. Ça, c'est hyper important. Et je trouve justement, on disait, en attendant que ça soit plus légiféré, parce que c'est pas le cas aujourd'hui, quand on nous demande justement, voilà, les parents, c'est quoi du coup, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que parents? C'est exactement ça, Solène, c'est maintenir le lien, s'intéresser à leur monde. Faut surtout pas vivre, voilà, dans deux mondes parallèles, les regarder de haut finalement sur ce qu'ils aiment, etc., ou dire qu'on comprend pas, et voilà, que c'est pas de notre génération. Il faut absolument s'intéresser à leur monde, poser des questions. Effectivement, en plus, on peut finalement trouver ça intéressant et apprendre des choses. Mais voilà, c'est qui montrent justement, qui comprennent qu'ils ont un espace, une écoute où on va pas les juger, où ils peuvent tout dire sans crainte. Donc ça commence comme ça en fait, et ça permet vraiment de cultiver ce lien, cette communication et cette sécurité affective. Erika, je voulais aussi, si tu me permets Solène, je voulais à la fois partager une information, mais j'avais envie de te faire réagir, Erika, sur ce sujet. Quand on parle de la santé mentale des ados, je pense que c'est aussi intéressant de regarder certaines typologies d'ados qui sont encore plus touchées. Voilà, une certaine minorité d'ados, et du coup je voulais regarder du côté des ados LGBT. Il y a une étude qui a été faite sur plus de 15 000 lycéens. Les chiffres sont effarants. 40% des jeunes parmi les minorités sexuelles disent avoir pensé au suicide. C'est 15% dans les groupes d'ados qui se disent hétérosexuels. Donc 40% versus 15. Et 25% des ados LGBT ont déjà fait une tentative de suicide contre 6% sur les ados dits hétérosexuels. Donc le gap, il est énorme. Et voilà, j'avais envie déjà de le partager pour essayer de sensibiliser les auditrices et les auditeurs sur le sujet, parce que ces chiffres sont absolument dramatiques à mon sens. Et peut-être te faire réagir, Erika, sur. Non, t'as raison. Et d'ailleurs, il n'y a pas que finalement cette minorité-là. On peut penser aussi, nous, on avait fait une enquête, et il y a une grosse différence aussi entre les filles et les garçons, par exemple. Et donc, notamment, il y a une différence notable à l'adolescence sur les taux de tentatives de suicide entre les filles, qui sont plus élevés qu'entre les garçons. Donc, effectivement, c'est hyper important d'en parler, de mettre le doigt dessus, parce que c'est dire qu'il y a des causes et qu'il y a des choses qui sont moins bien faites finalement pour ces groupes de population. Et voilà, et du coup pour ces communautés, que ce soit finalement que ce soit la communauté homosexuelle, la communauté des filles, c'est comment en fait à chaque fois c'est comment pouvoir parler sans être jugé. Après je suis en train de voir, c'est parce que c'est des groupes différents, donc j'arrive plutôt à dire que la communauté homosexuelle, on a déjà accompagné des jeunes dans ces cas-là, même si c'est pas ce qu'on accompagne le plus dans les demandes, parce que peut-être qu'ils l'ont pas dit justement à leurs parents, mais on le sait très bien, ça, il y a toujours une crainte, en fait, d'être jugé, de ne plus être aimé, d'être rejeté. Et ça arrive encore. À ce moment précis de l'enregistrement, Erika était en Espagne et a subi la coupure générale d'électricité qui a bloqué le pays pendant plusieurs heures. Nous finissons donc l'épisode sans elle. Désolée pour ce dérangement. Je pense que pour ces jeunes-là, c'est et avec leur famille, mais c'est également avec leurs camarades de classe. Et c'est là où on reprend notre sujet sur les réseaux sociaux, avec des contenus qui prônent pas la tolérance. Et donc effectivement, quand tu as un ado qui vit déjà ce questionnement, tu dois le gérer avec toi-même, avec ta famille, mais s'il y a encore plus avec l'impact des réseaux sociaux, il y a une espèce d'effet de masse, au niveau de l'école, ça alourdit encore plus la santé mentale. Et si je peux me permettre d'ajouter, avec tout ce qui se passe en ce moment avec Meta ou X et aux États-Unis avec les politiques anti-diversité, ça va pas du tout dans le bon sens à ce niveau-là de la part des grandes plateformes. Donc on en revient encore à la question de légiférer, de faire quelque chose de puissant au niveau européen, parce que là. Oui, mais parce que aussi on a une définition du free speech qui est pas du tout la même. Donc le problème, c'est que le free speech entre les États-Unis et donc les GAFAM et l'Europe, il n'est pas du tout vu de la même manière. Aux États-Unis, le free speech, c'est on peut dire tout ce qu'on veut
On peut même avoir des propos nazis, homophobes, ce n'est pas un problème, puisqu'on peut dire ce qu'on pense. Alors que nous, en fait, on n'a pas du tout cette vision du free speech, parce que dès l'instant que ce qu'on dit va à l'encontre de la loi ou va à l'encontre des minorités, comme par exemple on peut pas avoir de propos racistes, nous c'est encadré par la loi, et c'est pour ça que il y a d'énormes tensions entre Bruxelles et les GAFAM, parce qu'on n'a pas du tout la même définition de qu'est-ce que ça veut dire pour la liberté d'expression. Et pour eux, la liberté d'expression, c'est pouvoir tout dire. Alors que pour nous, dès l'instant que ça fait du mal à autrui et que ça va à l'encontre de la loi, on ne peut pas le dire. Donc je pense que c'est là où il y a un vrai sujet, parce que par exemple, dans la mise à jour là qui a été faite, alors ce n'est pas actualisé en Europe pour l'instant, mais que Mark Zuckerberg a annoncé en janvier, dans les termes et conditions, il est revenu sur le fait que maintenant, tu pouvais insulter quelqu'un parce que tu étais homophobe sur les réseaux sociaux aux États-Unis, ce qui n'était pas le cas avant. Et là, ça ne pose aucun problème. Heureusement, on est encore assez encadré en Europe pour que ça ne puisse pas arriver. Mais voilà, je pense que c'est un vrai sujet qui va faire l'objet de nombreuses négociations entre Bruxelles et les GAFAM. Et maintenant, on va passer à la rubrique au secours. Et donc, la question qu'on a eue cette semaine dans la rubrique au secours, c'est Claire, une maman de 2 ados, qui nous écrit « Mon fils semble de plus en plus stressé par l'école, mais ne veut pas en parler. Comment l'aider sans le braquer ?» Sophie ou Pascal, si vous avez des idées, mais moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas attendre que la situation devienne critique. Et puis, ce qu'il faut surtout, c'est garder le lien, continuer de discuter de tout, de rien. Pas discuter du fait qu'on a l'impression que ça va pas à l'école, mais peut-être discuter de qu'est-ce que votre enfant, votre ado, il a comme sujet de préoccupation en ce moment, qu'est-ce qu'il aime regarder, qu'est-ce qu'il aime faire avec ses copains, qu'est-ce qu'il aime voir, et en fait poser un petit peu des questions du quotidien pour peut-être voir pourquoi ça va pas à l'école, et privilégier en fait des moments ensemble, peut-être proposer une sortie en vélo, ou lui dire que vous lui proposez d'aller au ciné ensemble, pour vraiment créer le lien pour que votre ado se sente en confiance pour vous dire un petit peu ce qui va pas et pourquoi il est stressé à l'école, sachant que je pense que nos enfants sont de plus en plus stressés par l'école, avec les notes, avec quand on voit, moi ce que j'appelle ça le délire de Parcoursup, la pression qu'ils ont sur les contrôles continus, etc. Donc aussi c'est un peu normal, et peut-être aussi s'ils sont stressés par l'école, dédramatiser sur l'impact de leurs notes sur leur avenir. J'en parlais encore la semaine dernière avec des amis, c'est pas parce que votre enfant il va avoir des mauvaises notes ou qu'il est pas bon dans une matière qu'il va pas réussir dans la vie, Donc peut-être aussi être un peu plus détendu par rapport au sujet de l'école. Sophie, Pascal, je sais pas si vous avez des choses à ajouter. Ouais, quand tu parles c'est exactement ça. Enfin, il faut arriver à dédramatiser, parce que souvent les jeunes, ils ont peur que leurs parents s'inquiètent. Donc, ils vont pas forcément avoir envie de parler des sujets difficiles, parce que voilà, ils ont peur de la réaction de leurs parents, en fait. Alors, il faut trouver des moyens de détourner, et c'est exactement ce que tu dis, quoi. Parler de tout et de rien, et peut-être que justement, au détour d'une conversation plus légère, il y a des choses qui peuvent sortir. Et puis après, il y a aussi des personnes au sein des collèges, des lycées qui ont peut-être leur part à jouer, leur rôle à jouer à un moment donné pour recréer du dialogue, si on n'arrive vraiment pas à le créer avec son enfant. Et je pense à ça par rapport à une histoire personnelle où au collège de ma fille, il y a un médiateur qui a adoré des jeunes.
et qui arrive vraiment à dédramatiser les situations. Et ça, en fait, c'est la prof principale qui a été tout à fait disposée à créer des rencontres avec le médiateur. Et comme ce médiateur est jeune, je pense que la connexion, le lien se fait facilement aussi avec les ados. Donc voilà, ça peut être aussi des idées de se tourner vers d'autres personnes. Et parfois, l'école a des réponses à proposer, hein. Et moi, je dirais oui, partager des moments, comme vous l'avez dit toutes les deux, mais du coup, des moments hors de la maison. Je pense que sortir du cadre, du contexte, du quotidien, je pense que c'est aussi aidant. Et du coup, faire des choses que l'ado aime, c'est rentrer dans son univers, parce que ça va favoriser justement la légèreté du moment. Et dans ces moments-là, d'essayer d'activer son écoute super active. C'est-à-dire que je pense que dans ces moments-là, il y a des choses qui peuvent sortir de façon hyper anodine, et qui finalement sont des choses qui sont lourdes de sens, et qui sont après un fil à tirer. Ça, c'est le premier point, pardon. Et le deuxième point, moi je crois beaucoup aussi à ça, c'est d'exprimer sa propre vulnérabilité en tant que parent. C'est de dire, mais moi aussi, des fois, je suis stressé. Ou moi aussi, tiens, aujourd'hui, j'ai vécu un moment stressant parce que si, parce que ça. Et en fait, de le raconter pour justement montrer que ça nous arrive à tous et que du coup, voilà, c'est toujours cette histoire de libération de la parole. Je dis pas que ça va, voilà, il s'agit pas de normaliser une situation stressante, mais juste de se dire que à soi aussi en tant que parent, alors que peut-être qu'on nous voit en mode, ouah, nos parents, ils sont super forts. Bah non, en fait, moi aussi, je vis des situations comme ça. Et voilà, je pense que ça peut libérer la parole. Eh ben, merci beaucoup, Pascal et Sophie. Et maintenant, on va passer à notre rubrique Parents pas largués avec un petit quiz. Alors, si vous avez regardé la série Adolescence sur Netflix, vous avez appris qu'il y avait un double sens dans tous ces emojis que nous partageons et que nous usons. Parfois, pas avec une très grande parcimonie en ce qui me concerne. Je les utilise beaucoup, les emojis. Et en fait, voilà, je vous propose un petit peu de connaître le double sens de ces emojis avec un petit quiz. Donc, on va commencer avec la question 1. Que symbolise aujourd'hui l'emoji de la pilule rouge sur certains réseaux sociaux? A. Une série de science-fiction. B. Une prise de conscience masculiniste et complotiste. C. Un médicament contre la grippe. Réponse B. Réponse B. Ah ouais? Ouais. Donc Sophie, toi, vous en avez parlé dans le magazine Chute, c'est quelque chose que tu as vu On a parlé, alors j'ai vu que tu allais parler de ça aussi, de l'emoji pizza qui est juste hyper flippant. Ouais. Mais c'est vrai que ça mériterait un article là-dessus, je trouve, effectivement. Et pourquoi, en fait, pourquoi ce sens? Moi, je savais pas. Donc elle est utilisée pour symboliser la révélation contre l'égalité homme-femme. Genre, ça y est, j'ai consommé je sais pas combien de contenus qui m'ont expliqué à quel point il fallait avoir tel ou tel comportement contre les femmes. Donc ça y est, maintenant je fais partie du club des masculinistes. Cool. Et je vous le dis avec une petite pilule rouge. Alors, question 2. À quoi fait référence l'emoji dynamite dans les codes cachés? Un anniversaire explosif, un mouvement incel, célibataire involontaire ou un pétard de fête? Il y a deux, du coup, si on est dans le même registre. Ouais. Voilà. Donc, la dynamite égale incel. Et donc, c'est le mouvement promouvant la haine contre les femmes. Donc, ça, c'est l'emoji de rassemblement des incels. Sympathique. Voilà, mais comme ça, on sait, hein, quand on voit des choses sur les réseaux sociaux. C'est important de savoir. Bon, après, moi, l'algo me propose pas des choses comme ça, mais bon, je pense que les algos, justement, du coup, doivent réunir ces personnes qui vont mettre, par exemple, dans leur bio une dynamite à côté. Ça veut dire qu'ils sont du même mouvement. Que veut dire l'emoji 100 chez certains internautes? 1. A. Un score parfait, un test. B. L'idée que 80% des femmes sont attirées par 20% des hommes. Ou C. Dire qu'on est super heureux. Alors moi, je le connais pas celui-là, mais pareil, ça doit aller dans le même sens que les précédents. Ouais. C'est la règle 80-20, donc popularisée par les milieux masculinistes, et c'est un petit peu ce qu'il y avait dans. Je veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série. Et donc voilà, et c'est comme ça qu'on sait qu'on va critiquer quelqu'un en lui disant que de toute façon il ne sera pas attiré ou pas par. Enfin, personne ne sera attiré par lui, quoi.
Donc après, Sophie, vous en avez parlé dans le magazine Chute, là, j'ai vu que vous aviez fait des posts là-dessus. Que cache l'innocent emoji de la part de pizza? A, une invitation à dîner. B, un code pour pornographie. Ou C, une référence à un match de foot. Et ouais, c'est la réponse B. C'est vrai. Ouais. Donc c'est l'emoji des pédocriminels. Donc il faut être hyper vigilant parce que, par exemple, alors ça on le voyait justement dans le documentaire 5 femmes contre les Big Five là qui est passé sur France 2 et qui est encore disponible en replay. Il est disponible jusqu'au mois de juin. Où en fait, quand des pédocriminels repèrent un compte avec des enfants qui vont être exposés, où il va y avoir beaucoup d'expositions de ce qu'on appelle le sharenting. Les parents vont exposer leurs enfants aux réseaux sociaux et là, les pédocriminels vont aller en commentaire en mettant des pizzas et ça veut dire suivez ce compte, il est très bien pour nous quoi. Voilà. Donc quand vous mettez vos enfants en photo, en maillot de bain, etc., et que vous voyez des pizzas en dessous, signalez à la plateforme. Ensuite, question 5, l'emoji feuille d'érable utilisé par certains jeunes. Ça va être une passion pour l'automne, une référence au Canada ou un code pour parler de cannabis. Un cannabis, du coup. Voilà. Donc, pour regarder, on reste dans l'univers végétal, mais on twiste le truc, quoi. Un peu la même forme, quoi, c'est ça? Voilà. Et donc, la feuille d'érable est utilisée pour désigner le cannabis. Et alors, juste, je vous en redonne quelques-uns, mais sans forme de questionnaire, mais donc le cœur jaune est utilisé entre deux personnes avec une amitié platonique sans tension romantique. Le serpent qualifie une personne de traite ou de sournoise. Donc par exemple, je sais pas, quand on dit que souvent il peut y avoir du harcèlement sur les réseaux sociaux entre enfants, entre ados, voilà. La poire, c'est le signe du célibat. Ça, je savais pas, tu vois. Et le cœur violet, c'est quand on a été victime d'agression sexuelle. Et le clown, lui, il est utilisé pour dire qu'on est naïf et qu'on se fait avoir. Voilà. Mais il y en a plein d'autres et je vous partagerai, je demanderai à Baptiste là de mettre une très belle infographie qui a été faite par un compte Instagram que j'ai découvert très récemment. Comme ça, vous aurez, chers parents, toute la double signification des emojis de vos ados ou qui sont utilisés de manière pas très saine par des adultes. Voilà. Donc c'est la fin du quiz et c'est la fin de cette émission. Donc Erika a une panne d'électricité, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas pu nous rejoindre. Mais j'espère que cette discussion vous a plu, qu'elle a été riche, inspirante, que vous repartez avec plein d'idées pour accompagner vos préados ou vos ados. Ce qu'on garde en tête, c'est il faut garder le lien, s'intéresser, échanger, discuter, surtout ne pas couper le lien. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire, ça nous aide beaucoup. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup Sophie et Pascal. Merci. Nous espérons que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants face aux défis du XXIe siècle. Un grand merci à nos invités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein de nouvelles idées pour décoder l'éducation du XXIe siècle. Merci.